Bonsoir à tous ceux qui sont là. Je ne dis pas bonsoir à ceux qui ne sont pas là, naturellement. Et je veux vous donner les dates des prochaines interventions qui se feront ici. Mais je veux d'abord remercier très sincèrement la direction de ce théâtre, l'actuelle direction de ce théâtre, qui a continué à accepter, à désirer peut-être même que je fasse un certain nombre de conférences dans ce local. Voilà. Je les remercie vraiment sincèrement. Alors, ceci étant, les dates qui sont toutes des lundis à 20h sont les suivantes. Outre celle-ci qui est la première, le 2 décembre, le 13 janvier, le 3 février, le 24 mars et la dernière aura lieu le 8 avril. Voilà. Nous aurons donc 6 occasions de nous rencontrer et de discuter de questions, à certains égards, vraiment difficiles. Je voudrais consacrer probablement une grande partie de ces conférences, et en tout cas une très grande partie de celle par laquelle je vais commencer, je voudrais les consacrer à une question bien définie. Cette question s'enracine dans la conviction très répandue, très dominante, qu'aujourd'hui, nous sommes politiquement, socialement, mondialement, dans une période extraordinairement désorientée, trouble et insatisfaisante. Je voudrais consacrer notre temps à analyser absolument ce verdict et à en tirer les conséquences au regard de la question suivante. La philosophie a-t-elle la possibilité, dans sa signification générale, d'intervenir dans ce type de situation de façon positive? Et par quelle médiation cette intervention est-elle possible? Donc, au fil des 6 séances, j'essaierai de progresser dans la conviction d'une possible intervention de caractère philosophique visant à éclairer, à non pas diriger, mais orienter l'action, la pensée, la façon d'être, lorsqu'on est dans une période du type de celle que nous connaissons. C'est-à-dire dans une période où, d'une certaine manière, l'idée des repères, des appuis, des structures, des vocabulaires, pour être soi-même guidé dans un projet significatif à l'intérieur de la conjoncture, est extrêmement difficile à trouver. Et nous partirons du fait aussi des raisons pour lesquelles la conjoncture actuelle ne se prête pas bien à des engagements clairs, même si elle les appelle. C'est ça d'ailleurs qu'on peut considérer comme étant notre contradiction subjective. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous pensent que les choses vont dans une direction et dans une désorientation telle qu'il faudrait absolument trouver le moyen d'intervenir pour transformer cette situation. Et cependant, cette situation, loin de se transformer par elle-même, semble plutôt s'aggraver, s'alourdir, et je crois qu'il y a des raisons de penser, nous en parlerons chemin faisant, et des raisons de penser que
après tout, l'horizon de tout cela, l'horizon de cette désorientation, de cette pesanteur de la conjoncture, est la présence à l'horizon de la guerre. Chemin faisant, je donnerai les raisons que j'ai, entre autres choses, de penser que notre horizon, au regard de la désorientation générale, de la pesanteur, de la faiblesse idéologique, etc., que notre horizon est non seulement de la guerre, mais d'une guerre qui se rapprocherait non pas tant de la précédente, la Grande Guerre de 40, mais pour des raisons que je soumettrai à votre jugement, une guerre qui ressemblera plutôt à la guerre de 14. Et que c'est cet horizon de guerre de 14 qui est finalement le nom qu'on peut donner à au fond, la situation actuelle dans sa figure générale. Voilà. Alors, les 6 conférences de cette année prendront cela comme point de départ et aussi comme visée, de façon à montrer qu'après tout, la philosophie, l'intervention philosophique peut avoir quelques effets, ou en tout cas servir de support dans le mouvement qui nous occupera au regard de la situation désorientée. Les 2 premières interventions que je vais faire vont être expérimentales parce qu'elles vont essayer de montrer comment un concept philosophiquement assumé peut en tout cas éclairer une partie de la situation confuse dans laquelle le monde se débat aujourd'hui. Ce seront un peu 2 exposés méthodologiques montrant comment les concepts de la philosophie peuvent s'introduire dans cette histoire. Après tout, il n'est pas vrai que le concept de la philosophie puisse s'introduire n'importe comment dans n'importe quelle histoire. Et quand c'est une histoire désorientée, c'est une difficulté supplémentaire. Donc, les 2 premières interventions feront le point sur cet aspect des choses en mettant à l'épreuve 2 catégories proprement intellectuelles, intelligibles et utilisées par l'orientation politique. Une première intervention aujourd'hui qui sera de quoi l'idée communiste, je la prendrai comme exemple, peut nous servir dans la présente orientation. Et la deuxième sera, de façon plus générale, est-ce que les catégories philosophiques fondamentales, comme par exemple la vérité, peuvent être mises à l'épreuve de cette situation et en éclairer quelques aspects. Et après quoi, nous continuerons dans cette orientation. Alors, aujourd'hui, je vais donc, si je puis dire, soumettre devant vous l'idée du communisme, qui est mon idée politique de longue date. Je vais la soumettre à cette épreuve que lui inflige la situation contemporaine. On peut même dire que dans la situation contemporaine, l'apparence, c'est que cette orientation, représentée par l'idée communiste, a quasiment disparu, pour des raisons d'ailleurs en un certain sens évidentes. Elle a disparu soit parce qu'elle a été toujours combattue par toute une partie des gouvernements, des idées politiques, des organisations politiques pendant longtemps, et elle a disparu parce que les expérimentations étatiques de l'idée communiste ont également échoué. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire aujourd'hui que ni l'URSS ni la Chine sont exemplaires de quoi que ce soit concernant le processus communiste auquel elles semblent avoir elles-mêmes renoncé.
Par conséquent, on va tourner autour du devenir de l'idée communiste et de ce que la philosophie peut tirer analytiquement de ce devenir. Alors, je partirai du point suivant. Lors d'une conférence à Berlin, il y a quelques années, j'ai proposé une définition de l'idée du communisme. Et je voudrais reprendre cette définition devant vous en la soumettant à l'expérience dont j'ai parlé, car elle était souvent mal comprise. Je parlais en particulier de l'idée du communisme. Et ça me semblait être une caractérisation essentielle de cette orientation politique, qu'on puisse la considérer comme une idée. Alors je voulais reprendre cette définition pour la soumettre à l'épreuve de la conjoncture de crise et de démantèlement des orientations qui est celle d'aujourd'hui. Alors on a cru longtemps que je voulais dire que le communisme était seulement une idée, que le communisme n'était rien d'autre qu'une idée, finalement. Une sorte d'idéal utopique. Et on m'a alors accusé d'abandonner le matérialisme marxiste ou bien de revenir finalement, philosophiquement et bizarrement, à Kant. Parce que pour Kant, parlons philosophie, pour Kant, vous le savez, il existe des idées de la raison. Elles ont dans l'expérience aucun pouvoir constituant, et c'est pourquoi elles ne sont pas, comme la causalité, la nécessité, des catégories de l'expérience. Ces catégories, elles, relèvent de l'entendement, faculté subjective, qui organise la possibilité de connaître, alors que les idées, comme l'idée communiste, relèvent d'une faculté différente que Kant nomme la raison. Donc dire qu'il existe une idée du communisme, d'un point de vue kantien, ça veut dire que manier l'idée du communisme se réfère à une véritable raison. Alors cette raison n'a peut-être pas d'influence directe sur l'expérience, elle ne commande pas la possibilité d'une connaissance inconnue, mais les idées de la raison ont une fonction que Kant appelle régulatrice. Et j'étais évidemment tout à fait intéressé à l'idée du communisme, en tant qu'idée, soit d'une certaine manière, dans les conditions du présent, soit une idée régulatrice, soit une idée qui, d'une certaine manière, crée des règles possibles de l'intervention et de l'action dans ce type de conjoncture. Autrement dit, les idées, au sens de Kant, les idées fournissent des règles ou des perspectives pour chercher les questions qu'il serait intéressant de poser à l'expérience, sans être elle-même réellement le support d'une connaissance réelle fournie par l'expérience. Si le communisme est une idée au sens de Kant, son pouvoir ne réside pas dans la pratique politique effective, elle nous guide pour chercher quelles sont les vraies lois de la politique réelle, ou pour mettre de l'ordre, si vous voulez, dans nos préférences rationnelles. L'idée du communisme, si le communisme peut être une idée, aurait donc cette fonction de surplomb et d'ordonnancement, laquelle serait extrêmement utile, justement, dans les conférences désorganisées.
je pense que communisme désigne une médiation nécessaire entre un processus politique réel, toujours particulier, et les individus, toujours singuliers, qui se rallient à ce processus. Communisme désigne cette médiation pour des gens qui se rallient à ce processus parce qu'il a, à leurs yeux, une valeur universelle, et non parce qu'il s'agit, dans l'expérience immédiate, de leurs seuls intérêts particuliers. Or, je le dis au passage, ce que la situation actuelle place dans sa position désespérante, c'est précisément qu'il n'y ait question, au bout du compte, que des intérêts particuliers. Et c'est une circonstance qui ne permet pas véritablement de s'exposer à une transformation générale sous le signe d'une orientation, mais c'est une situation dans laquelle on a l'impression que la particularité de la situation s'impose de toutes parts. Il ne s'agit, dans cette situation, que de la possibilité de protéger les intérêts particuliers. Alors on dirait, ce serait ma première conclusion, on dirait dans ce cas que l'idée du communisme a une valeur constituante et non pas seulement une valeur régulatrice. On peut dire que sans l'idée du communisme, pas de réalité du sujet politique de l'émancipation. Et donc, pas de politique d'émancipation à proprement parler. Si l'engagement subjectif était sans idée, sans cette idée, purement liée aux luttes concrètes qui existent et qui sont nécessaires, s'il n'était que cela, il ne serait pas de nature politique à mes yeux. Il serait de nature syndicale ou, pour parler comme Lénine, unioniste, et n'aurait en tant que tel aucune dimension politique véritable. Au fond, en première approximation, communisme, cela nomme ce qui, au niveau de la décision personnelle, permet de qualifier une action réelle comme étant politique ou liée à l'universalité d'une politique. Alors, pour le dire très simplement, on a besoin, pour rallier personnellement un processus politique qui engage le destin de l'humanité, d'une représentation qui dépasse les limites animales de l'individu et de ses intérêts. Alors, cette représentation, elle représente le lien entre la localisation de l'action politique et le devenir universel de l'histoire. Si vous voulez, il faut que le militant d'une action locale puisse se représenter lui-même comme un agent de l'émancipation historique de l'humanité tout entière. Ce point-là est ce que recouvre et instruit l'idée du communisme. Elle est justement ce qui, pour un individu déterminé, permet d'activer cette représentation universelle. Alors évidemment, je propose de changer un tout petit peu ce qui est généralement entendu par communisme, idée communisme, parti communiste, etc. Je propose de penser que communisme ne désigne pas un but final ou un idéal de société. Communisme nomme, à partir d'une politique concrète et agissante, le fait que cette politique peut
se représenter non seulement comme localisée, particulière et active, mais également, comme toujours, adressée universellement. Au fond, communisme, c'est le nom subjectif d'un internationalisme radical. Alors vous savez que Marx, dans son manifeste, veut clarifier la différence entre les communistes et le mouvement ouvrier général. Il est donc sur cette piste quant au mot communisme. Il commence par dire que c'est la même chose, que les communistes n'ont pas d'intérêt qu'il leur soit propre, qu'ils ne forment pas un groupe spécial dans le mouvement. Il commence par critiquer une idée qui serait aristocratique, si je puis dire, des militants communistes. Autrement dit, il envisage toujours, Marx, le passage de l'étape en cours à l'étape suivante. Et deuxièmement, il est internationaliste. Alors ces deux différences reviennent au fond à une seule, qui est dans mon propos. Le communisme, c'est la vocation universelle contenue dans une étape localisée de la politique d'émancipation. La question du communisme, c'est celle de l'action politique quand on sait qu'elle ne peut pas se réduire à la poursuite des intérêts de tel ou tel groupe, même si ces intérêts de tel ou tel groupe sont populaires, prolétariens, et ainsi de suite. Alors, vous voyez, ce point est encore aujourd'hui en discussion et il est difficile, et il est d'autant plus difficile que nous sommes dans une situation qui exige, je le redirai plus loin, certaines formes d'universalité. En effet, très souvent, on présente la politique d'émancipation, la politique prolétarienne, de façon essentiellement négative. On est contre telle ou telle forme d'oppression, on soutient l'organisation des victimes contre les oppresseurs, on est, mettons, par exemple, pour les Palestiniens contre l'État d'Israël, on est pour les ouvriers sans papier contre l'État qui les persécute, on est pour les droits des femmes contre le machisme, on est aussi pour la nature, pour les animaux contre leur destruction par l'industrie capitaliste, etc. Or, je veux dire que pour pouvoir parler d'une idée communiste, tout cela ne suffit pas. Tout cela peut fort bien exprimer des intérêts localisés, tout à fait légitimes, sans pour autant parvenir à définir une vision universelle et adressée à tous de l'émancipation. La politique ne peut pas, si son ambition est universelle, se contenter de concentrer les intérêts des victimes. Ça, c'est une vision à la fois parlementariste et communiste désorganisée, communiste mal conçue, que l'on peut examiner. La politique doit affirmer, à l'intérieur de cette défense des intérêts des victimes, qu'il y a le mouvement d'ensemble de l'émancipation de l'humanité tout entière. Et c'est là qu'intervient l'idée du communisme. Engagée dans le processus concret de l'action, l'idée du communisme va indiquer en quel sens ce processus transforme l'individu et ses intérêts en un sujet qui sait que son action développe une capacité inconnue. Cette capacité, nommée par l'idée communiste, est située au-delà de ce dont l'individu se croyait capable, et donc aussi au-delà toujours de la seule conscience qu'il a de ses intérêts particuliers. Fondamentalement, l'idée communiste est là pour signifier aux individus qui s'engagent que la politique, comme création de la pensée, est essentiellement
et paradoxalement désintéressé. Ce point est tout à fait crucial parce que l'interprétation ordinaire du communisme consiste au contraire à proposer un engagement qui concerne les intérêts de tel ou tel groupe et finalement de telle ou telle personne. Or, quand Lénine, que je prends ici comme exemplaire, dans son fameux « Que faire ?», oppose la conscience révolutionnaire, c'est-à-dire pour lui la politique, à la conscience syndicale ou trade unioniste, il dit exactement ceci: les intérêts des ouvriers ne peuvent constituer à eux seuls une figure politique. Il faut les soutenir, il faut les traiter, mais ça ne constitue pas par soi-même une figure et une conscience politique. Ils ne le peuvent que s'ils entrent dans une subjectivité désintéressée, parce que son adresse et sa vocation sont universelles. C'est cela, n'est-ce pas, qui manque aujourd'hui, je le redis en passant, pour garder mon fil conducteur. Ce qui manque absolument dans les temps présents, c'est justement la conviction absolue du défaut d'une universalité quelconque. Et donc, c'est la victoire d'une interprétation générale de la politique comme étant toujours au service et entièrement au service d'intérêts particuliers. L'idée communiste, je le redis, c'est que tout épisode particulier de la lutte des classes peut devenir une pièce de l'émancipation tout entière, mais ne peut définir cette émancipation. C'est bien ce que Lénine veut dire par ailleurs dans un point qui a été très discuté quand il soutient que la conscience politique ne coïncide pas avec la conscience spontanée. Ce qui peut aussi se dire, dans un autre langage, l'individu en politique n'est pas spontanément un sujet. Alors, pour formaliser tout ça dans le champ de la philosophie, et vous voyez bien mon ambition de permettre que l'idée du communisme puisse être réactivée dans le concept contemporain, j'utilise souvent un vocabulaire venu du penseur français Jacques Lacan. Ce n'est pas très compliqué, je vous en donne tout de suite les formules. On appellera réel le processus politique en acte, ce que les gens font, ce que les militants demandent, une grève, un mouvement, une insurrection, une réunion, un meeting enthousiasmant. On appelle tout ça réel. On appelle imaginaire la totalité historique, la représentation qu'on peut se faire du mouvement général de l'humanité vivante, de son passé, de son futur. On dit imaginaire parce que, d'une certaine façon, tout cela n'existe pas comme un réel. Il n'y a pas l'histoire universelle comme un objet. Si vous voulez, l'histoire, et avec un grand H, l'histoire est un récit ou une fiction. Elle n'est jamais un présent effectif en tant qu'histoire. Et on appelle enfin symbolique la valeur universelle du réel. Ce qui veut dire la façon dont une pensée ou une action réelle entre dans la fiction de l'histoire universelle de l'humanité. Soyons concrets, c'est la façon dont celui qui est dans une manifestation ou dans une grève peut se représenter comme une partie, un élément d'un sujet universel. Il existe un mouvement subjectif par lequel, pour un individu, son action
est réelle parce que liée aux intérêts et aux droits des victimes, devient également juste parce que pour lui, elle est désintéressée et prend sa valeur symbolique dans l'histoire universelle. Alors là, je dirais, voilà, l'idée du communisme désigne exactement ce mouvement. Autrement dit, l'idée du communisme rend possible que l'action réelle, qui est toujours localisée et particulière, soit symbolisée dans la fiction d'une histoire universelle. L'idée du communisme fait le nœud subjectif entre le réel localisé et sa délocalisation historique. Elle est ce par quoi un individu vivant, singulier, peut se faire devenir un sujet universel de l'histoire. On peut dire aussi que l'idée du communisme, ou toute idée de ce genre, permet à n'importe quel individu vivant de devenir, dans des situations réelles, un héros de l'émancipation comme tel. Si on accepte cette définition de l'idée du communisme comme relation entre la politique, l'histoire et le sujet, on peut poser des questions de façon différente. Quel a été, après la révolution d'octobre 17, le rapport entre les États socialistes créés sur le modèle de l'Union soviétique et l'idée du communisme? Le point décisif est qu'à la fin du XIXe siècle, l'idée communiste se rapporte à une vision très particulière de l'histoire. Cette vision de l'histoire est entièrement liée à l'État et au pouvoir. Et le mot « révolution » est le point clé de cette vision. En effet, si l'on y pense, révolution, ça désigne un effort collectif violent. Mais pourquoi? Pour détruire le pouvoir en place et le remplacer par un autre. L'idée communiste unifie alors la politique des organisations ouvrières et une vision violente et négative du pouvoir et de l'État. Et vous voyez, celui qui s'engage sous cette forme de l'idée du communisme est d'abord, voire seulement, un révolutionnaire. Lénine ira même jusqu'à dire un révolutionnaire professionnel. Alors il en résulte une vision de l'idée communiste saturée par l'idée de la prise du pouvoir par la force. Et le communisme est l'horizon de cet acte fondamental qui est l'acte révolutionnaire. On peut parler, dans ces conditions, d'un communisme insurrectionnel. Il faut ajouter que l'échec des insurrections ouvrières du XIXe siècle, des insurrections ouvrières qui précèdent cet épisode, et en particulier l'échec de la Commune de Paris, qui est une référence générale du mouvement ouvrier, a poussé les plus radicaux du mouvement communiste vers une vision qui avait tout de même une réalité pragmatique. Ce qu'il faut avant toute autre chose, c'est que le soulèvement populaire soit victorieux. La Commune donnait l'expérience idéale d'un échec. Et son côté idéal disait qu'il fallait simplement transformer cet échec en réussite. Pour cela, l'organisation communiste doit avoir une discipline militaire, hiérarchique et inconditionnelle. C'étaient les effets subjectifs de l'idée de compensation d'un échec par une victoire. Lénine dira
que le parti doit avoir ce qu'il appelait une discipline de fer. Alors on peut donc affirmer qu'au début du XXe siècle, l'idée communiste unifie une pratique centralisée et militaire de l'organisation politique ouvrière, d'un côté, et une vision de l'histoire dont le motif principal, dont l'idée principale, me semble être celle de victoire. Staline, qu'on peut après tout citer de temps en temps, Staline dira et transformera cette vision, d'autant plus que des victoires, il y en aura. La première de toutes, celle d'octobre 17 en Russie, aura un écho mondial prolongé et extraordinaire. C'est ce qui permettra à Staline de dire une formule qui est intéressante, la formule selon laquelle le léninisme est le marxisme de l'époque des révolutions victorieuses. Cette assertion caractérise tout à fait le moment où l'on est de ce que je tente de mettre en ordre, c'est-à-dire la relation entre la subjectivité politique révolutionnaire et la question du devenir historique de cette subjectivité. Et au fond, il pouvait d'autant plus le dire que des victoires, il y en aura, et que la première de toutes, évidemment, celle d'octobre 17 en Russie, aura un écho mondial prolongé et extraordinaire. Quelles sont les réserves qu'on peut, avec le recul du temps, manifester sur cette vision qui a dominé largement les mouvements ouvriers pendant presque un demi ou un siècle entier, à savoir la question clé de la victoire insurrectionnelle au niveau du pouvoir d'État. On peut en dire que aucune victoire sous le règne de cette idée communiste, n'a pu avoir lieu en dehors d'une situation de guerre, soit impériale, soit coloniale. Il n'y a eu en fait aucune victoire qui soit purement insurrectionnelle. En général, les insurrections, défaites du moment historique, ont échoué, notamment en Allemagne, dans les pays baltes ou en Chine. Et les succès en Russie, en Chine, en Corée, en Yougoslavie ou en Albanie sont absolument liés aux deux guerres mondiales. Et ceci doit entraîner chez nous un soupçon quant à l'autonomie de la notion insurrectionnelle. Le succès au Vietnam, lui, est lié à deux guerres coloniales. L'exemple de Cuba pourrait être évoqué comme exemple pratiquement solitaire, mais je voudrais rappeler ici que la victoire à Cuba n'avait au départ aucun rapport avec l'idée communiste. Donc elle n'est pas un exemple pertinent. Ni Castro ni Guevara n'étaient au moment du succès des communistes. Ils étaient des insurgés démocrates. Et il y a eu ailleurs, notamment en Europe de l'Ouest, où existaient de puissants partis communistes, rigoureusement aucun succès par la voie pacifique ou non violente, exactement aucun. Alors on peut dire ceci, au siècle dernier, l'idée communiste a été guerrière, militaire et obsédée, à juste titre, par des victoires insurrectionnelles qui lui livraient l'État. Alors, ce qui a suivi la victoire, ces victoires, à savoir la construction de l'État-parti, de ce que j'appellerais l'État-parti du socialisme, a été fait
et il faut toujours s'en souvenir, au regard de ce que j'ai dit avant, par des appareils communistes originellement destinés à la guerre, façonnés par l'idée de la victoire militaire et à propos desquels Lénine lui-même parlait de discipline militaire dans le parti. Et les méthodes de l'édification socialiste sont restées dans ce registre. Elles sont restées violentes et militaires dans une très longue période. Il y a eu des méthodes centralisées et militaires en Russie ou ailleurs en temps de paix, ce qui voulait dire, il ne faut pas avoir peur des mots, des méthodes terroristes et policières. Alors vous voyez, il y a un enchaînement entre les conditions du succès et la nature de ce succès, dont il faut voir la rationalité et les raisons légitimes, mais je soutiens, moi, que l'idée communiste, dans ce contexte, a peu à peu disparu, purement et simplement, même quand elle était de temps en temps convoquée dans des réunions ou dans des apparitions. Je soutiens que les États socialistes réels ont été communistes dans le processus de la révolution victorieuse, ou d'une révolution victorieuse, mais ont ensuite cessé de l'être, car l'État terroriste et policier ne pouvait par lui-même construire la synthèse entre politique et histoire. Les militants sont devenus des fonctionnaires d'État, des apparatchiks, et ils ont ainsi signé la disparition de l'idée communiste. Et c'est pour ça qu'il faut attribuer à la maintenance de cette idée une place considérable. Le seul chef politique à vouloir relancer l'idée communiste comme telle a été en réalité Mao Tse-tung. C'est tout le sens de ce qu'il a appelé, de ce qui a été appelé la révolution culturelle. Écoutons le mot. La révolution culturelle, c'est une révolution dans la subjectivité intellectuelle, une révolution qui se fait au nom d'une nouvelle vision de ce que doit être le communisme. Mao a tenté de la pratiquer en utilisant contre les fonctionnaires du parti, contre ceux du parti qui étaient devenus des fonctionnaires d'État, eh bien, il a dressé contre eux les méthodes révolutionnaires du mouvement de masse. Mouvement étudiant, d'abord, ouvrier, ensuite. C'est ça la tentative, à la fois glorieuse et obscure, de la révolution culturelle. C'était de redonner à l'idée communiste une autre figure que celle d'un État-parti communiste. Ce qui est très significatif, c'est que tous les objectifs affirmés de cette révolution étaient, eux, classiquement communistes, pour de bon. La fin de la division entre travail intellectuel et travail manuel, la fin dans les usines de l'opposition entre ouvriers et ingénieurs, la lutte contre la petite propriété, où se reconstitue incessamment la mentalité bourgeoise, la fin du monopole politique du parti, par la création partie de comités révolutionnaires et bien d'autres mots d'ordre. Donc ce mouvement, la révolution culturelle, était la tentative de créer, dans les conditions de l'État socialiste, la résurrection de l'idée communiste comme subjectivité. Il avait comme principe général la phrase bien connue de Mao: « Sans mouvement communiste, pas de communisme ». Ce qui veut dire aussi, s'il n'y a que l'État communiste, il n'y a pas de communisme. Mais
le mouvement, sans mouvement, vous voyez. Pas sans parti ou sans État, c'est sans mouvement. Il n'y a pas de communisme. Mais le mouvement s'est perdu dans une gigantesque anarchie violente, si bien que, ironie de l'histoire, il a fallu rétablir l'ordre, et une fois de plus, évidemment, par des moyens étatiques et militaires. On a ici préservé la voie à la restauration de l'État, et enfin l'introduction par Deng Xiaoping de ce qu'on peut appeler le capitalisme autoritaire. Alors avec l'échec de la révolution culturelle, on peut dire que vient l'effondrement des États socialistes, et donc avec l'effondrement de l'État socialiste, l'extrême fin de l'idée communiste telle qu'elle existait dès le XIXe siècle et pendant l'essentiel du XXe. C'est-à-dire une idée qui conduisait nécessairement à la fusion entre idées communistes et pouvoir d'État, et dont l'échec, à mon avis, est scandé de façon définitive par les épisodes que j'ai rappelés. Il faut donc relancer l'idée communiste, dégagée de l'obsession militaire de la victoire étatique. Si tant est qu'on se déclare communiste, telle est aujourd'hui la tâche, extraordinairement difficile et problématique. Alors je crois qu'on peut dire que le cadre général de cette relance de l'idée communiste, dans les conditions de l'échec que j'ai raconté, tient en 4 propositions, 4 diagnostics. 1. Aujourd'hui, l'idée communiste, dans son réel, consiste en expérience politique locale. Ça, c'est un état de fait, directement lié aux masses prolétaires et totalement étrangère aux mécanismes existants du pouvoir d'État. Que ce pouvoir soit démocratique, c'est-à-dire bourgeois avec des inquiets, ou autoritaire. Autrement dit, pour sauver l'idée communiste, il est essentiel d'arracher la pratique politique à la fascination du pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut exclure une période de possession du pouvoir. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que, finalement, cela n'a rien à voir avec l'idée communiste dans son réel. C'est simplement un résidu de la situation moderne de la démocratie bourgeoise. Il faut arracher la pratique politique à la fascination du pouvoir et soutenir que les expériences politiques ont pour but unique de construire des lieux politiques, de nouveaux lieux étrangers à l'étatisme ambiant, où s'exercent des formes plus ou moins développées de pouvoir réellement populaire, ou au minimum d'autonomie de pensée, d'organisation et d'action. Ça, c'est quant au réel. Par ailleurs, l'idée communiste doit être formulée comme étant par elle-même non violente, parce que sa représentation de l'histoire ne passe plus, pour le moment, par l'exigence du pouvoir d'État, laquelle introduit inévitablement la violence. La violence n'est pas une méthode générale, comme elle était devenue quand l'idée communiste était liée aux expériences de la guerre. On doit revenir à l'idée que la violence n'est qu'une des formes de la dialectique politique, et d'autant moins la seule que c'est la capacité affirmative, au contraire, la construction réelle de lieux politiques organisés qui est première, et non la critique ou la destruction.
Vous savez, on peut penser sur ce point à des toutes premières méditations de Lénine, qui s'est très vite, très tôt, méfié de l'État tel qu'il résultait de la révolution qu'il avait dirigée, cependant. Il a même soutenu que cet État était devenu inacceptable et, évidemment, il avait dans l'idée les soviets comme figure, elle, réellement communiste de la dimension de la politique collective. Et on pouvait se rappeler que lors de son retour en Russie, au tout début de la révolution en Russie, Lénine est descendu du wagon qu'il occupait en disant « tout le pouvoir aux soviets ». Tout le pouvoir aux soviets. Et ça, c'est le mot d'ordre qui n'a pas eu de réalisation véritable. C'est le mot d'ordre contre lequel, d'une certaine façon, s'est constitué, en dépit de la volonté de Lénine, l'État prétendument communiste en Russie. Alors évidemment, la violence défensive peut être imposée par l'adversaire. Mais ça ne veut pas dire que cette violence doit être concentrée dans un État impératif général, comme c'était le cas dans la Russie à l'origine de tout le problème. Troisièmement, troisième idée, le mouvement de l'histoire doit être imaginairement représenté comme l'existence d'une force politique prolétaire ou populaire directement internationale. L'international ne doit pas être la collection abstraite de divers pouvoirs en réalité nationaux. Et là, nous retrouvons un point originaire de Marx, qu'il faut absolument reconstituer dans l'idée communiste nouvelle. Il faut soutenir et dire que la limitation nationale des révolutions au XXe siècle a été une des grandes faiblesses de l'idée communiste. L'État, en tant en outre qu'État national, a subverti la capacité universelle de l'idée communiste. La limitation des nationales des révolutions a été une faiblesse. Elle a engendré un internationalisme falsifié parce qu'il était secrètement miné par l'hégémonie de certains pays. Il ne faut pas rééditer cette faiblesse. Il ne doit pas y avoir l'État type ou l'État modèle du communisme. Le cadre dans lequel nous devons penser et agir doit se dire simplement « il y a un seul monde ». Il y a un seul monde. Et c'est à cette échelle du seul monde de l'existence des sujets humains qu'il faut prononcer nos verdicts. Cet énoncé, il y a un seul monde, est particulièrement simple, mais il est de pratique extraordinairement difficile dans nos pays prospères et protégés. Il faut cependant soutenir qu'il y a un seul monde et que le devenir de ce monde appartient ou est interne à l'idée communiste. C'est mon troisième point. Le quatrième point, c'est que la synthèse du réel local, des expériences politiques construisant des lieux et de l'imaginaire historique global directement internationaliste définit un sujet politique engagé dans ce que j'appellerais une action sans frontières. Nous devons nous représenter la situation en Inde ou n'importe où comme une part de notre situation et non pas comme un ailleurs soumis à des lois structurelles différentes. Et ça, c'est la question de la subjectivité internationaliste. C'est infiniment plus difficile à faire qu'à dire, car les limitations nationales, géographiques, de prospérité, de mode de vie, de système politique, etc., sont constamment réinvoquées, réactualisées pour finalement interdire l'avènement
de l'hypothèse communiste. Concevoir vraiment et subjectivement, de manière essentielle, que l'apparition dans un lieu déterminé d'un sujet politique nouveau est notre affaire absolument, et que ça se passe dans le même monde que celui dans lequel nous habitons, est une métamorphose subjective nécessaire. Nous n'avançons pas d'un pas si cette métamorphose subjective n'est pas propagée, organisée et consolidée. Car nous n'avons pas seulement à soutenir les lieux politiques existants, nous avons considéré qu'ils sont notre propre affaire, sinon ce n'est pas vrai que nous pensons vraiment qu'il y a un seul monde. Alors je dirais, si vous voulez, que l'impératif internationaliste, qui a toujours édiqué, mais sous une forme en quelque sorte organisative et abstraite, l'impératif internationaliste est devenu aujourd'hui l'impératif principal. Et nous avons sur ce point un retard considérable sur le capitalisme lui-même. À la globalisation capitaliste, constamment invoquée, ne peut répondre qu'un internationalisme radical, c'est-à-dire subjectif. Non pas seulement la construction d'un appareil qui se soucie des différentes situations, mais la conviction intime que toute situation politique neuve et construisant un lieu politique libéré nous concerne tous les communistes, immédiatement. Alors, je ne connais pas la forme que prendra l'organisation de tout cela, mais je suis cependant convaincu qu'il y aura une internationale politique un jour qui ne sera plus composée de délégations nationales, qui cessera d'être sous la loi des intérêts nationaux. S'agirait-il des intérêts d'une nouvelle patrie du socialisme? Patrie du socialisme, expression dénuée de sens, en vérité. Si nous affirmons et rendons vivant l'énoncé fondamental selon lesquels, je cite, « les prolétaires n'ont pas de patrie ». Cette internationale organisera la liaison permanente, directe, entre le partage et le mouvement de l'idée communiste et les processus politiques éclairés par cette idée. Elle sera, je lui donne son titre, l'internationale des lieux politiques, et non pas l'internationale des nations. Autrement dit, le moment est venu de se concevoir subjectivement avec l'idée communiste comme des militants planétaires et de relier à tout instant cette détermination à notre pensée globale comme à notre action locale. C'est aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire, que le communisme est internationaliste en ce sens-là ou n'est pas. Je pense que l'histoire des 2 derniers siècles nous apprend tout cela. Et c'est le résultat de la réforme absolument nécessaire de l'idée communiste qui doit l'arracher à toute complicité avec les pouvoirs nationaux existants, par lesquels elle a été constamment corrompue, y compris sous la forme banale de la partition, de la propagation par les partis communistes nationaux, de participer comme les autres aux élections, choses comme ça. Toutes ces formes de localisation de l'action qui défont l'universalité contenue dans l'idée communiste. Alors je propose une petite modification de l'internationale. L'internationale disait « Nous ne sommes rien, soyons tout ». Je propose de commencer par dire, en tout cas, « Nous ne sommes rien, soyons partout ». Merci.